Bonjour, je me présente, Samir Larbi, professeur émérite au lycée Imam Muslim, assisté et encadré par M. Rida Matoussi, inspecteur général. Le cours d'aujourd'hui présente le moteur asynchrone triphasé et particulièrement le principe de fonctionnement et le bilan de puissance. Alors, on va passer en revue les objectifs, le principe de fonctionnement. Ensuite, on va voir les constituants du moteur. Ensuite, ce sera le branchement sur le réseau et le bilan de puissance. Et enfin, quelques applications. Alors, on commence par un petit rappel sur le réseau triphasé, sur le système ou le réseau triphasé que vous avez déjà vu. Alors, on a 3 phases et un neutre. Entre le neutre et chacune des phases, on trouve la tension simple, V1, V2, V3. Entre les phases, c'est les tensions composées, U12, U23 et U31 par convention. Alors, représenté sur le graphe suivant, déphasé ou décalé d'un angle de 2π sur 3. Les vecteurs le sont aussi. Alors, voilà ce qu'on va faire. Lorsqu'on prend une seule bobine et qu'on la fasse parcourir par un courant, qu'est-ce qui se passe? Il y a création d'un champ magnétique. En place une aiguille aimantée devant la bobine. Elle se place suivant l'axe de cette bobine, de telle façon à être traversée par le maximum de lignes de champ. C'est la règle du flux maximal. Là, on a eu l'idée de placer 3 bobines identiques, suivant les vecteurs tension et les vecteurs courant qui eux-mêmes sont décalés d'un angle de 2π sur 3. Regardez ce qui se passe. Alors, il y a le vecteur courant de la première bobine, celui de la deuxième, et enfin celui de la troisième. Comme ils sont déphasés de 2π sur 3 l'un par rapport à l'autre, il va y avoir une résultante qui tourne. Et pour la première fois, on découvre qu'il peut y avoir un champ magnétique tournant. Alors, ce champ-là, voilà, 3 bobines identiques décalées de 2π sur 3 l'une par rapport à l'autre, créent un champ magnétique tournant à une vitesse appelée vitesse du synchronisme. Bon, on l'appelle des fois vitesse du champ statorique, ns. Alors, ns, c'est la vitesse du champ. Donc. Alors, on a eu encore l'idée de placer un disque métallique plein entre les bobines et regardez ce qui se passe. Voilà. On voit que le disque est entraîné par le champ dans le même sens, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il tournait plutôt à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse du synchronisme, d'où justement l'appellation de moteur asynchrone. Voilà. Donc on voit bien que N est inférieur, on dit légèrement inférieur à NS. Alors, constitution du moteur. Les parties principales sont la partie fixe, où on place les bobines, c'est le stator. Ensuite, il y a la plaque à bord, et enfin, le rotor qui tourne, et c'est le moteur. Voilà. Alors, on va commencer par le stator. Comme on l'a dit, ce sont 3 bobines identiques qui, lorsqu'elles sont alimentées par le réseau triphasé équilibré, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a pris des bobines identiques, pour que le récepteur soit lui aussi équilibré, créent donc un champ magnétique tournant à la fréquence du synchronisme NS. NS, bien sûr, là, une formule, c'est F sur P. F, c'est la fréquence du réseau, et comme on le sait, c'est 50 Hz, c'est la fréquence de la steg. P, c'est le nombre de paires de pôles, et c'est au niveau des bobines, justement. Bien sûr, la vitesse, elle est en tours par seconde. Si jamais on vous la donne, et généralement on vous la donne en tours par minute, vous divisez par 60. Alors, donc regardez bien, là j'ai mes 3 bobines. Là j'ai 1 et 2 pôles. Donc là, c'est un moteur bipolaire. 2 pôles, ça fait une paire de pôles. Donc, une paire de pôles. Donc, NS sera égal à F sur le nombre de paires de pôles 1, multiplié par 60 pour l'avoir en tours par minute. Là,
ce que j'ai fait, j'ai divisé chaque bobine sur 2 parties. Donc on va avoir 1, 2, 3 et 4 pôles. 4 pôles, ça fait 2 paires de pôles. Donc NS sera égal à 60F sur 2. Là, on va diviser les bobines sur 4. Bon, on peut les diviser aussi sur 3. Donc sur 4, on va avoir 8 pôles. Donc P sera égal à 4. Voilà. Et NS, bien sûr, sera égal à 60F sur 4. Alors regardez bien, si la fréquence d'alimentation est de 50 Hz, on va avoir 60 fois 50 sur 1, ça fait 3000, 1500 et 750. Bon, on a sauté le cas où il y a 3 paires de pôles, où la vitesse sera égale à 1000 tours par minute. Donc on aura toujours ces 4 vitesses du synchronisme, 3000, 1500, 1000 et 750. Sinon, si jamais on vous dit que le moteur tourne à 1425, par exemple, tours par minute, là, on vous parle de la vitesse du rotor qui, comme on l'a dit, est légèrement inférieure à celle du stator. Alors, la vitesse angulaire, bien sûr, vous la connaissez, c'est oméga. On va multiplier ns par 2pi pour avoir oméga. Donc, ce sera 2πf sur p. 2πf, comme vous le connaissez, c'est la pulsation. Lorsqu'on écrit sinus oméga t plus phi, c'est oméga. C'est la pulsation, ou bien c'est la vitesse angulaire du champ, du vecteur tournant, parce que le vecteur tourne. Alors, le rotor. Tout à l'heure, on a dit qu'on prenait un disque en tôle. Donc, on va insérer plusieurs disques. Donc, on aura une tôle feuilletée. Et là, on va avoir un cylindre. De ce fait, le rotor, comme c'est métallique, il n'a aucune liaison électrique, il n'est relié à aucune alimentation et il est fermé sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est en court-circuit. Donc, le rotor ne participe pas à la partie électrique. Il y a 2 types de rotors. Il y a le rotor cage d'écureuil et le rotor bobiné. Là, comme vous le voyez, il y a des conducteurs. C'est bizarre. On a dit qu'ils n'étaient reliés à aucune source. Voilà. Pourquoi on fait ça? On fait des encoches parce qu'il y a des courants de fuite qu'on appelle les courants de Foucault. On doit les canaliser via ces conducteurs-là. Donc, c'est des conducteurs fermés sur eux-mêmes, en court-circuit, juste pour la circulation des courants de Foucault. Alors, la fréquence du rotor est N, elle est légèrement inférieure à NS. Donc, sa vitesse angulaire, c'est oméga, égale à 2πn. Le rotor tourne à une vitesse oméga plus petite que celle du synchronisme oméga S. Voilà ce qui se passe. Il y a le champ statorique qui tourne. Le rotor le suit sans jamais l'atteindre. Donc, il y a comme un glissement entre les deux. Ce glissement qui est causé par la différence de vitesse, c'est une valeur relative, comme vous le voyez. C'est ns moins n sur ns, ou bien oméga s moins oméga sur oméga s, si jamais on multiplie le tout par 2pi. Bien sûr, on peut l'écrire 1 moins n sur ns. Il est donné en pourcents, parce qu'il est sans unité. Et là, regardez, on va avoir les 4 vitesses du synchronisme ici, et voir le glissement, comment on fait pour le calculer. Donc là, un moteur bipolaire, 2 pôles, P égale 1. ns, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 3000. Si jamais on vous dit dans un exercice que le moteur tourne à 2880, c'est qu'on vous a donné n du rotor. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 3000 moins 2880 sur 3000. Dans ce cas-là, on aura un glissement de 4%, c'est-à-dire 0,04. Pour le moteur tétrapolaire, 4 pôles, 2 paires de pôles, 1500. Un exemple, 1410 pour le rotor, donc un glissement de 6%. L'hexapolaire, 6 pôles, donc 3 paires de pôles qu'on a sauté tout à l'heure, 1000 pour la vitesse du synchronisme. Un exemple, 975, donc un glissement de 2,5. Et enfin, l'heptapolaire, 8 pôles, donc 4 paires de pôles, 750, comme NS. Un exemple, 725, donc un glissement de 3,3. Alors, lecture de la plaque signalétique, c'est l'une des choses les plus importantes du moteur. C'est sa carte d'identité. Alors, en premier lieu, on va avoir 50 Hz, c'est la fréquence. Ensuite, on a 1440 tours par minute, c'est la vitesse nominale, c'est-à-dire n. La
la puissance qu'on met sur la plaque, c'est toujours la puissance utile. Là, c'est le cosinus phi qu'on appelle facteur de puissance. Ensuite, regardez bien, vous avez la tension 230, c'est la tension du réseau pour le couplage triangle. 400, c'est pour l'étoile. Pour le courant, c'est l'inverse. Le courant supérieur, c'est celui du triangle, et l'autre, c'est celui de l'étoile. Voilà, courant nominal en étoile, tension du réseau 230 en triangle, tension du réseau 400 volts en étoile. Et enfin, on a le rendement en pourcent, bien sûr, et on va voir tout à l'heure qu'il est égal à PU sur PA, qui est la puissance absorbée. Alors, ensuite, on va voir le couplage du stator. Les 3 bobines du stator doivent être couplées. On a 2 types de couplage, soit le couplage étoile, soit le couplage triangle. Alors, regardez bien. Là, l'étoile, ça a un point commun. C'est pour ça que j'ai mis 2 barrettes pour avoir le point commun. En ce qui concerne le triangle, chaque sortie est reliée à l'entrée de l'autre bobine, donc c'est des barrettes longitudinales. Alors, les caractéristiques du couplage étoile. Alors, on a I étoile. I, c'est le courant de ligne délivré par la stègue. J, c'est le courant, il a 3 appellations. C'est soit le courant interne, soit le courant du récepteur, soit le courant par phase. Et on voit bien que I est égal à J pour l'étoile. Ensuite, on a la tension composée entre phases, et la tension entre phase et neutre, c'est la tension simple. Alors, la relation qui existe entre ces deux-là, et vous l'avez déjà vu dans la leçon du réseau, U est égal à V racine de 3. Par exemple, si jamais vous avez la tension simple 230, vous la multipliez par racine de 3, vous trouvez 400 volts. Donc, ce sera un réseau 230-400. En ce qui concerne le couplage triangle, alors, là, la relation existe entre les courants, parce que vous voyez bien que là, on a le courant I, et là, il y a un nœud, et là, c'est le courant J. Il y a un autre J par là, et un troisième par ici. Donc, I n'est pas égal à J, et on a démontré lors de la leçon du réseau que I était égal à J racine de 3 pour le triangle. Voilà. Donc, là, on dit que U est égal à V, bien que V n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de neutre. Alors, pour le couplage, comment on va faire pour coupler? Si jamais la tension composée du réseau, on prend la grande tension du réseau, et si on voit qu'elle correspond à la tension maximale supportée par un enroulement du stator. Là, sur la plaque signalétique, tout à l'heure, on a vu 230-400. 230, c'était la tension en triangle. 400 volts, c'était l'étoile. Si jamais on voit que la tension composée du réseau correspond justement à la petite tension, c'est-à-dire la tension triangle, qui en même temps, et c'est très important, c'est en même temps la tension supportée par chaque enroulement, c'est-à-dire c'est la tension que doit prendre chaque enroulement. Dans ce cas-là, donc, c'est le couplage triangle. Alors, si jamais la tension composée du réseau, c'est toujours par rapport à cette tension qu'on va raisonner, correspond à la grande tension du moteur, qu'on a appelé tout à l'heure tension étoile, pardon, là, on couple en étoile. Application, couplage. On va faire quelques applications. Par exemple, un réseau de 230-400 volts. Et voilà. Alors, 230 volts, c'est la tension simple, entre phase et neutre. 400 volts, c'est la tension U, composée entre phases. Alors, et la relation entre les deux, c'est que 400, c'est égal à 230 fois racine de 3. Là, on prend un moteur, PS, c'est plaque signalétique, de 230-400. Alors, là, qu'est-ce qu'on a dit? On prend la tension composée du réseau, on voit bien qu'elle est égale à la grande tension du moteur, donc c'est la tension étoile, donc ce sera un couplage étoile. Là, une petite astuce, lorsque vous avez les deux tensions qui sont les mêmes, donc c'est toujours le couplage étoile. Alors, voilà. Là, c'est la tension triangle, tension étoile. On prend la tension composée du réseau, voilà.
et on compare. Alors, pour connaître le couplage, on raisonne sur la tension composée, comme on l'a dit. Si celle-ci est égale à la tension triangle, on couplera en triangle, sinon ce sera l'étoile. Une application, on va prendre la tension composée du réseau, on va la comparer, on voit bien qu'elle est égale à la grande tension, c'est-à-dire à la tension étoile, donc ce sera le couplage étoile. Un deuxième exemple, 230-400, pour un moteur de 400-690, comme d'habitude, on prend la tension composée du réseau, on voit bien qu'elle est égale à la tension d'alimentation de chaque enroulement, ou la tension triangle, donc ce sera un couplage triangle. Là, on va voir deux cas où le couplage n'est pas possible. Le premier, on a un réseau de 132-230 et un moteur de 400-690. Alors, si je prends la tension du réseau composé, je vois qu'elle n'est pas égale à aucune de ces deux tensions, donc le moteur ne peut pas être couplé, d'une part. D'autre part, je vois que l'enroulement nécessite 400 volts. Et là, au maximum, j'ai 230. Donc, le moteur sera sous-alimenté. Voilà. Donc, pas de couplage. Alors, le deuxième exemple, un réseau de 400-690 et un moteur de 230-400. Je prends 690 tensions composées, je vois qu'elle n'est pas égale aux deux autres tensions. Donc, dans ce cas-là, si jamais je couple 230 tensions supportées par l'enroulement, je lui donne 690. Donc, le moteur sera grillé. Voilà, donc pas de couplage. Alors, inversion du sens de rotation. Vous vous rappelez, pour le moteur à courant continu, pour inverser le sens de rotation, on inverse le courant soit dans l'induit, soit dans l'inducteur. Là, on ne dit pas en inverse, on dit en permute. Là, on va permuter deux phases. Comme on a trois phases, à travers, bien sûr, un deuxième contacteur, comme on va le voir dans la leçon du démarrage, on va laisser une phase reliée à la même, c'est-à-dire 1 vers 1 par exemple, et ensuite, à travers le deuxième contacteur, on va relier la phase 2 à la phase 3 et la phase 3 à la phase 2. Là, c'est au choix. On peut permuter entre 2 et 3, 1 et 3, ou bien 1 et 2. Voilà un exemple. Permuter. Alors, regardez bien. Là, on a par exemple un moteur couplé en étoile. On a permuté entre 1 et 2. Là, entre 2 et 3. Et là, entre 1 et 3. Et on va voir ça en détail lors de la leçon du démarrage. Le moteur est constitué de deux parties essentielles. Alors, le stator et le rotor. Voilà. Là, on va commencer le bilan de puissance. Le bilan, d'une façon générale, qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a dépensé et qu'est-ce qui reste pour être utilisé. Alors, le réseau triphasé alimentant le moteur fournit au stator une puissance active PA. Là, c'est ce qu'on a reçu, c'est la puissance absorbée. Ensuite, plutôt, sa formule, c'est PA égale racine de 3 UI cosinus phi. Il faut faire attention, U, c'est toujours la tension composée du réseau, ce n'est pas celle du moteur. J'insiste là-dessus. Donc, U, c'est la tension composée du réseau. I, c'est le courant de ligne, délivré par la STEC. Cosinus phi, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, le facteur de puissance. Voilà. Alors, donc, le stator va dissiper des pertes, bien sûr, parce qu'entre la puissance absorbée et la puissance utile, on va avoir les pertes. Alors, les pertes du stator. La première perte, c'est PJS. Si j'étais dans le moteur à courant continu, PJS, c'est tout simplement petit u fois petit i, ou bien petit r fois petit i au carré. Là, c'est autre chose, comme vous allez le voir tout à l'heure. Ensuite, il y a les pertes fer statoriques. Je fais toujours l'analogie avec le moteur à courant continu, où il y avait PC, elle est égale à PF plus PM. PF plus PM, PF c'est à cause du champ statorique, PM c'est à cause du frottement de pièces dans le rotor. Comme dans le moteur à courant continu, on n'a pas ces différences de vitesse, c'est-à-dire on ne va pas faire la différence entre le rotor et le stator, donc PC était juste la perte devant PU et on ne les séparait pas. Là, c'est autre chose. Là, on doit les séparer. PFS,
causée par le champ statorique, donc elle sera sur le stator, et PM sera sur le rotor, parce que les deux sont séparés par la différence de vitesse. Alors, là, pour le PJS, ce qu'on doit voir, c'est quelle résistance on nous a donné. On nous donne soit la résistance entre deux bords, ou bien on dit entre deux phases, soit la résistance d'un seul enroulement, c'est-à-dire d'une seule bobine. Alors, donc si on dispose de la résistance d'un seul enroulement, là, il faut voir le couplage. Il est impératif de voir, voilà, de connaître le couplage. Alors, regardez bien. Le couplage étoile, si jamais c'est un couplage étoile, PJS. Alors, là, avant de donner PJS, la résistance entre deux bornes, on l'a appelée petit r. La résistance d'un enroulement, grand R. La relation qui existe entre les deux, c'est que petit r, entre deux bornes, est égal à 2R d'un seul enroulement. Alors, I, bien sûr, est égal à J pour l'étoile. Alors, là, donc, je répète, si jamais on nous donne, et c'est ce qu'il faut voir sur l'énoncé, c'est quel type de résistance on nous donne. Si on nous donne la résistance d'un seul enroulement, il faut aller voir le couplage. Si c'est un couplage étoile, PJS sera égal à 3R carré. Et si c'est un couplage, je vais revenir après à 3R J au carré, si c'est un couplage triangle, alors la relation entre les deux résistances, celle entre deux bornes et celle d'un seul enroulement, c'est que petit r est égal à 2 tiers de grand R. Alors, I, bien sûr, est égal à J racine de 3. Et là, pour le couplage triangle, vous voyez bien que c'est juste R, I au carré. Là, c'est 3R, I au carré. Alors, pourquoi, dans les deux cas, on a 3R, J au carré? Là, on remplace I par J, parce que I est égal à J. Là-bas, on place I au carré par J au carré fois racine de 3 au carré, ce qui donnera aussi 3R, J au carré. Je me rappelle que lors d'un examen de baccalauréat, on a demandé justement PJS. Et on a donné la résistance d'un seul enroulement. L'élève est allé voir son couplage, il n'a pas pu, parce que le couplage, on le demandait dans la question d'après. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser J, parce que si on a le courant J, donc ce sera, quel que soit le couplage, PJS sera égal à 3R J au carré dans les deux cas. Maintenant, si on dispose de la résistance entre deux bornes dans l'énoncé, dans ce cas-là, quel que soit le couplage, PJS sera égal toujours à 3 demi de R I au carré. On arrive à cette formule-là en remplaçant grand R ici et là-bas par petit r. On arrive à la même expression. Alors, PJS, donc, dans les deux cas, elle est égale à 3 demi de R I au carré, comme vous le voyez là. Et si c'est un couplage étoile et que j'ai grand R, la résistance d'un seul enroulement, c'est 3R I au carré. Sinon, c'est R I au carré pour le triangle. Alors, le stator transmet une puissance au rotor appelé PTR. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir PA moins PFS moins PJS. Là, on va avoir PTR. C'est-à-dire que c'est là que s'arrête le stator et que commence le rotor. Donc, cette puissance-là, ce sera la puissance transmise par le stator au rotor. Et on passe de la vitesse ns, de la fréquence ns, ou bien oméga s, à la fréquence n ou bien oméga. Voilà. Donc, PTR, comme on l'a dit, c'est PA moins PJS moins PFS. Là, commence le rotor. PTR est aussi égal au couple électromagnétique fois oméga s, parce qu'on est encore dans le stator. Alors, là, c'est le stator qui tourne avec ns ou bien oméga s. Alors, donc, vous voyez PTR, transmise au rotor. Alors, la première perte dans le rotor, c'est PJR. Normalement, une perte par effet Joule, c'est toujours la résistance fois le courant, sauf dans ce cas-là, parce que là, le rotor n'est relié à aucune source électrique. Donc, on va voir c'est quoi la formule justement de PJR. Là, on a une puissance qu'on utilise rarement, qu'on appelle P', et c'est la puissance du rotor. Des fois, on l'appelle PR. Alors, P', c'est TEM, c'est le même TEM, parce qu'on est encore à l'intérieur du moteur, c'est le même couple électromagnétique, fois oméga, cette fois-ci, parce qu'on est dans le rotor. Si jamais on fait
PTR moins PJR est égal à P'. Donc, PJR sera égal à PTR moins P'. Donc, TEM fois oméga S moins TEM fois oméga. Je mets TEM en facteur de oméga S moins oméga. Là, ça me rappelle un peu le glissement. Oméga S moins oméga. Il suffit de diviser par oméga S pour avoir justement le glissement. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas changer l'expression? Je vais multiplier et diviser, on va le voir tout à l'heure, par oméga S. Donc, j'aurai TEM fois oméga S, facteur de oméga S moins oméga sur oméga S, donc ce sera G fois PTR. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà, je multiplie par oméga S en haut et en bas. Donc, j'aurai oméga S moins oméga sur oméga S, c'est G, glissement. Et TEM fois oméga S, c'est là, c'est PTR. Donc, en fin de compte, PJR sera égal à G fois PTR, et c'est sa formule. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, la deuxième perte sur le rotor, c'est les pertes mécaniques. Alors, c'est les pertes mécaniques. Et enfin, on a la puissance utile. Alors, comme vous le voyez, les deux pertes, PF, bon, là, on a ajouté S par rapport au moteur à courant continu, parce que, pour dire que c'est le stator. Donc, ça concerne le stator, donc c'est sur le stator. PM, ça concerne le frottement des pièces sur le rotor, donc ça concerne le rotor. Mais toujours est-il que la somme des deux sera toujours égale à PC, perte collective, ou bien perte constante. Et c'est des pertes constantes parce que, comme vous le savez, lors du moteur à courant continu, c'est une puissance, c'est une perte, pardon, qui ne change pas de l'essai vide à l'essai en charge. Alors, l'utilisation du bilan, c'est PA moins PFS moins PJS égale à PTR. C'est toujours la puissance moins les pertes qui viennent tout de suite après, ça nous donne la puissance qui est juste après. Donc, PA moins PFS moins PJS moins PJR, ça me donne P'. PA moins PJS moins PFS moins PJR moins PM, ça nous donne PU. Bien sûr, donc, PU, c'est PA moins la somme des 4 pertes. Voilà. Alors, les couples. TEM, tout à l'heure, on a vu que PTR était égal à TEM fois oméga S, donc TEM est forcément égal à PTR sur oméga S. Comme c'est le même TEM pour P', c'est P' sur oméga. L'unité, c'est le Newton-mètre. Vous l'avez vu en troisième année en physique, c'est force fois déplacement. Force, c'est en Newton, déplacement, c'est en mètres. Alors, oméga S, bien sûr, c'est 2πns, et oméga, c'est 2πn. Alors, le couple utile, c'est sa puissance sur oméga. Le couple utile, bien sûr, on est dans le rotor, donc on utilise oméga. Et enfin, le couple de pertes. Une petite remarque. Le couple de pertes, normalement, sa définition, c'est TEM moins TU. Et pour le moteur à courant continu, une autre analogie, on sait que TP est aussi égal à TEM moins TU, mais la dernière perte avant PU pour le moteur à courant continu, c'est PC, donc ce sera PC sur oméga. Par contre, ici, la dernière perte avant PU, c'est PM, donc c'est PM sur oméga. Il faut faire très attention à ça. Donc, alors, relation entre les couples, PU, c'est égal, bien sûr, à P' moins PM. Donc, TU, c'est égal à TEM moins TP, ou bien TP est égal à TEM moins TU, comme j'ai dit tout à l'heure. Le rendement, maintenant. Alors, le rendement, vous le connaissez, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Je fais quand même une petite remarque, que je l'ai vue dans certains livres. J'ai vu que des fois, ils demandaient le rendement du stator et celui du rotor. Parce que le rendement du moteur, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, c'est PU sur PA. Là, comme le stator et le rotor sont séparés, donc la puissance de sortie du stator, c'est PTR, celle de l'entrée, c'est PA. Donc PTR sur PA, ça me donne le rendement du stator. La puissance d'entrée du rotor, c'est PTR, sa sortie, c'est PU, donc son rendement, c'est PU sur PTR. Si jamais je multiplie les deux, j'obtiens PU sur PA, qui est le rendement du moteur que vous connaissez. Voilà. Et qui, bien sûr, qui est sans unité et qui est souvent demandé ou donné en pourcent. Et là, vous faites attention, parce que si jamais on vous demande le rendement en pourcent, il ne faut pas le laisser sous sa valeur calculée. Alors, là, on a une règle, c'est devenu une règle. Si jamais je néglige, on vous le dit de deux façons, soit on vous dit on néglige toutes les pertes, sauf PJR, soit on vous dit on ne tient compte que de PJR. Dans ce cas-là,
le rendement sera égal à 1 moins G. Ben, c'est très simple, j'explique ça brièvement. Puisqu'on néglige les pertes du stateur, donc PA sera égal à PTR. Et PTR moins PJR, qui existe toujours, sera égal à PU. Donc, PU sur PA, ce sera PTR moins PJR, et PJR c'est G fois PTR, donc ce sera PTR facteur de 1 moins G, sur PA qui est égal à PTR. Donc PTR fois 1 moins G sur PTR, on supprime PTR, et on obtient que le rendement était égal à 1 moins G. Mais c'est une règle que vous pouvez utiliser directement. Si jamais, bien sûr, dans un seul cas, on vous dit on néglige toutes les pertes sauf PJR. Ou bien on vous dit on ne tient compte que de PJR. Alors, une application. Un moteur à 50 triphasé hexapolaire, c'est-à-dire 6 pôles. Donc, P sera égal à 3. Sur un réseau triphasé, 127, 220 volts, 50 Hz, absorbe un courant de 25 ampères. C'est le courant grand I, le courant de ligne. Avec un facteur de puissance cosinus phi égal à 0,8, son glissement est donné là, 4%, 0,04. La résistance mesurée entre deux phases du stateur est R égale à 0,2. Les pertes dans le fer du stateur PFS sont égales à 233,5 et PM 312. Alors, calculez la puissance active. On connaît sa formule, UI, racine de 3, cosinus phi, ou racine de 3, UI, cosinus phi. Donc, le U, c'est celle du réseau, c'est 220. Le I, c'est 25 ampères. Donc, on trouve une puissance absorbée de 7621 watts. La fréquence du synchronisme, là, on vous a donné le nombre de pôles. Des fois, on ne donne pas. Lorsqu'on ne donne pas le nombre de pôles et qu'on vous dise le moteur tourne à, par exemple, 1440 tours par minute. Là, vous voyez, vous avez le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez voir la fréquence, la vitesse qui est juste supérieure à celle qu'on vous a donnée, 1440, donc, et qui existe dans le tableau. Dans le tableau, il y a 4 NS, 3000, 1500, 1000 et 750. Pour 1440, donc, ce sera 1500. Et vous la déduisez directement. Là, on vous dit calculer parce qu'on vous a donné le nombre de pôles. Alors, hexapolaire, c'est 6 pôles, donc 3 paires de pôles. Et comme on sait que NS est égal à F sur P, donc, alors, F sur P fois 60 pour l'avoir en tours par minute, donc l'année, 50 fois 60 sur 3 sera 1000 tours par minute. C'est l'une des 4 valeurs qu'on a sur le tableau. La fréquence de rotation du rotor, c'est-à-dire N. On a le glissement, on a la vitesse ns. Donc, je sais que G est égal à ns moins n sur ns, c'est-à-dire 1 moins n sur ns. Donc, je peux déduire que n est égal à ns facteur de 1 moins g. C'est mathématique. Donc, 960 tours par minute. Si on vous avait donné justement 960 tours par minute dans les données, et qu'on vous disait de déduire ou donner la vitesse du synchronisme, il y a 4 sur le tableau, 3000, 1500, 1000. La plus proche, et qui lui est légèrement supérieure, c'est 1000. Donc, vous la déduisez directement. Alors, maintenant, les pertes par effet Joule dans le... Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quelle est la résistance qu'on nous a donnée. On nous avait donné tout à l'heure la résistance entre deux bornes. Et la résistance entre deux phases ou bien entre deux bornes implique que PJS, quel que soit le couplage, était égal à 3,5 de RI au carré. Voilà. Donc, 3,5 fois 0,2 fois 25 au carré, ça me donne 187,5 watts. PTR. PTR, elle sépare les deux parties, stator et rotor. Si on a PA, on la travaille à gauche, PA moins PFS moins PJS. Si on a PU, c'est PU plus PM plus PJR. Si on a les deux, on a le choix. Alors, là, PTR, comme on a PA, on l'a calculé, soit moins PJS moins PFS, soit moins, entre parenthèses, PJS plus PFS, donc 7200 watts. Les pertes par effet Joule dans le rotor. À propos, il y a une petite remarque. Là, on a les pertes fer dans le stator. On a aussi les pertes fer dans le rotor, mais elles sont toujours nulles. On peut vous poser la question. Que valent, par exemple, les pertes fer rotoriques? C'est toujours 0. Alors, donc les pertes par effet Joule dans le rotor, on a vu la formule tout à l'heure, c'est G fois PTR. En AG 0,04 fois 7200, ça me fait 288. Le couple TEM, électromagnétique. TEM, comme on l'a vu, c'est PTR sur oméga S. On a PTR. Oméga S, c'est 2pi NS. Bien sûr, sur 60, parce qu'on travaille en tours par seconde, donc 60
on l'a fait monter en haut et on aura un couple de 68,75 Nm. Le rendement, bien sûr, c'est PU sur PA. Alors, PU, on ne l'a pas, on a juste PA. On la calcule donc, d'après le bilan. Une autre remarque. Dans ces cas-là, dans le cas de ce moteur et celui que vous avez vu au début de l'année, le moteur à courant continu, généralement, chaque puissance, chaque perte, elle a au moins 3 façons pour être déterminée. Par exemple, soit le bilan, PA. PA, c'est UI racine de 3 cos phi. Sinon, PA, c'est PTR moins PGS, plus PJS plus PFS. Sinon, il y a le rendement. Donc là, PU, d'après le bilan, elle est égale à PTR moins PJR plus PM entre parenthèses. Donc ça me donne un rendement de 86%. Maintenant, on va voir le fonctionnement à vide. Qu'est-ce que ça veut dire, fonctionnement à vide? C'est-à-dire que le moteur tourne, mais sans qu'on y couple une charge. Comme vous mettez par exemple un chargeur sur la prise sans brancher le téléphone. Vous touchez le chargeur après un quart d'heure, il est pratiquement froid. Mettez le portable et vous allez voir qu'au bout de 2-3 minutes, il s'échauffe. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel de courant. C'est la même chose ici. Là, donc, dans le fonctionnement à vide, le moteur ne chauffe pas parce que le courant à vide est faible. Alors, regardez bien. À vide, on n'utilise pas de puissance. Donc, la puissance utile, c'est la première chose à voir. La puissance utile à vide, 0, c'est nul. Automatiquement, le couple utile à vide est nul. Autre chose, à vide, le moteur devient pratiquement synchrone, c'est-à-dire que NS et N sont pratiquement égales. Au pire des cas, on a par exemple une vitesse du synchronisme de 1500 et une vitesse du rotor de 1499. Donc c'est un glissement vraiment faible. Généralement, on dit qu'il est égal à 0. Et si le glissement est égal à 0, automatiquement, PGR va être égal à 0. Donc on a un courant faible, une puissance utile nulle, un couple nul, utile bien sûr, et le glissement nul implique que PJR est égal à 0. Alors, une autre remarque, généralement, l'essai à vide, il est là pour déterminer les pertes collectives, c'est-à-dire les pertes constantes, que ce soit dans ce moteur ou dans l'autre. Alors, le moteur tourne à une vitesse très proche de celle du synchronisme, comme je l'ai dit, le glissement est pratiquement nul. L'essai à vide, comme je l'ai dit, est utilisé pour déterminer les pertes constantes, qu'on appelle aussi pertes collectives. Alors, vous voyez, PU0, qui est égal à 0, c'est égal à PA0, puissance absorbée à vide, moins les pertes. Parce qu'on sait que la puissance utile, c'est la puissance absorbée, moins la somme des pertes. Moins PJS0, plus PJR0, plus PM, plus PFS. On a dit que PJR0 était pratiquement égal à 0 parce que le glissement est nul. Donc, sachant que PM plus PFS, c'est égal à PC, qu'est-ce que j'aurai? Que PU, qui est égal à 0, sera égal à racine de 3 UI0. Et remarquez que le cosinus, ça devient un cosinus phi0 parce que c'est un cosinus faible, il change lors de l'essai à vide, moins PJS0, qui sera calculé de la même manière que PJS, s'il y en a la résistance entre deux bornes, etc. Plus PFS et PM, c'est PC. Donc, en fin de compte, PC sera égal à racine de 3 UI0 cosinus phi0 moins PJS0. Et là, c'est la puissance absorbée à vide. Encore une petite analogie avec le moteur à courant continu, où PC est égal à UI0, puissance absorbée par l'induit à vide, moins grand R fois grand I, 0 au carré, qui est PJR0. Alors, maintenant, on va voir le fonctionnement en charge. Et, bien sûr, la caractéristique mécanique TU en fonction de N. Là, la caractéristique comporte 4 parties. Là, c'est le couple utile de démarrage. Cette zone, c'est une zone transitoire. Ah, voilà. Là, c'est le point de décrochage. Et enfin, cette partie-là, qui est la partie affine, objet de notre étude, on l'appelle aussi zone de fonctionnement. Et on s'intéresse uniquement justement à cette zone-là, qui est une partie, ou bien plutôt une droite, pratiquement affine. Pour le couple de démarrage, des fois, on vous pose des questions là-dessus. On vous dit un moteur entraîne une charge
qui présente un couple résistant, par exemple constant, égal à 6 Nm. Est-ce que le démarrage est possible? Là, vous devez voir, si le couple utile de démarrage est supérieur au couple résistant, c'est possible, sinon on ne peut pas démarrer. Alors, là, on place une asymptote pour voir que c'est vraiment linéaire, affine, pardon, et TU sera de la forme A, N plus B. Bien sûr, la pente sera négative, parce que c'est décroissant. Voilà, on vous le dit. Ensuite, lorsqu'on prolonge justement cette caractéristique, cette partie-là, on aura la vitesse qui correspond à un couple nul, donc laissé à vide, ce sera donc N0, qui est pratiquement égal à NS. Alors, maintenant, point de fonctionnement en charge. Comme vous le savez, le point de fonctionnement, c'est l'intersection entre le couple résistant et le couple utile. Et là, où bien sûr, TU sera égal à TR. Alors là, c'est la partie utile, N0 aussi. Là, c'est le couple résistant. Bien sûr, le couple résistant, normalement, il est parabolique. Mais si jamais on veut que vous le traciez, on vous le donne soit constant, soit linéaire, soit affine, comme dans ce cas-là. Et le point d'intersection, c'est le point de fonctionnement où, comme je l'ai dit tout à l'heure, TU est égal à TR. Alors, les coordonnées donc, du point de fonctionnement, qu'on appelle aussi régime établi ou bien groupe, parce que lors du point de fonctionnement, dans le point de fonctionnement, le moteur et la charge ne font qu'un. Donc, TU sera toujours égal à TR et on obtient les coordonnées. Alors, maintenant, on va voir une petite application. Un moteur à 50 triphasé tétrapolaire, c'est-à-dire que P est égal à 2, 4 pôles, est alimenté par un réseau triphasé 127-220, 50 Hz. On vous donne la caractéristique mécanique. Le moteur est couplé en étoile. Il entraîne une pompe, c'est-à-dire sa charge, qui présente un couple résistant proportionnel à la vitesse. Tout à l'heure, on a dit que le couple était constant. Maintenant, il est linéaire. Donc, on passe aux questions. Et c'est à vide. On vous demande de calculer la vitesse du synchronisme. On vous a donné le nombre de pôles. Donc, vous avez le nombre de paires de pôles. Ns est égal à F sur P, c'est-à-dire 50 fois 60 sur P qui est égal à 2, donc 1500 tours par minute. On vous demande de déterminer à partir de la courbe la vitesse à vide de N0. Là, vous voyez que c'est pratiquement égal à 1500. On va dire que c'est 1490. Alors, voilà, 1400, qui est à peu près égal à 1500, d'où un glissement presque nul, d'une valeur très très faible, vous voyez. On va dire que c'est à peu près égal à 0. La puissance absorbée à vide est PA0 égale à 183, déterminer alors le facteur de puissance à vide. Alors on va voir que c'est un cosinus phi0 faible, avec le courant I0 égal à 4 ampères. Cosinus phi0 sera égal à PA0, puissance absorbée à vide, sur racine de 3 UI0. Donc, c'est un cosinus phi0 de 0,12, vous voyez bien qu'il est faible. Donc, ensuite, et c'est en charge. Le moteur entraîne une pompe, tracée TR. TR, c'est une droite linéaire, 0,05 fois N. Donc, je prends N égale à 1000 fois 0,05, ça me donne 50. Donc, 1000, et ça correspond à 50. Et elle passe par l'origine, donc on la trace. Voilà. Vous voyez bien que pour 1000, on a 50. Alors, là, c'est TU et là, c'est TR. Le point de fonctionnement, c'est coordonné. Donc, on détermine la vitesse. Donc, on a une vitesse de 1300 pour un couple de 65 Nm. Voilà, ça, c'est les coordonnées en régime établi, ou bien du point de fonctionnement, ou bien du groupe. Alors, déduire la puissance mécanique fournie par l'arbre du moteur. La puissance mécanique, bien sûr, c'est la puissance utile. Des fois, c'est arrivé dans un exercice, on leur a dit déterminer la puissance transmise par le moteur à la pompe. Alors, ils se sont mis à calculer PTR, alors que ce qu'ils voulaient dire, c'était PU, parce que ce que transmet le moteur sur son arbre à la charge, c'est en fait PU. On l'appelle aussi puissance mécanique, bien sûr. Le rôle du moteur, c'est de transformer une énergie électrique
en une énergie mécanique. Donc, PU, c'est égal à TU fois oméga, TU fois 2πn. Bien sûr, on divise toujours la vitesse qui est en tours par minute sur 60 et on obtient une puissance utile de 8848,81. Déterminer le glissement. Bien sûr, le glissement, c'est 1 moins n sur ns ou bien ns moins n sur ns. Voilà. 1500 moins 1300 sur 1500, 0,13. Donc, c'est un glissement de 13%. Là, un petit conseil pour le glissement, le cosinus phi et le rendement. Je vous conseille de prendre toujours 3 chiffres après la virgule. Les pertes totales dans le moteur valent 640 watts et le facteur de puissance s'élève à 0,83. Déterminer le courant en ligne I demandé par le moteur. Donc I, à partir de la puissance absorbée, il est égal à PA sur U racine de 3 cos phi. PA, c'est PU qu'on a déjà, plus là, c'est la somme des pertes. Donc, on nous a donné la somme des pertes 640, donc ce sera la puissance utile 8848,81 plus 640 sur racine de 3. 220, c'est la tension composée du réseau. 0,83, c'est le facteur de puissance. Donc, ça me donne un courant de 30 ampères. Voilà. Donc, avant de vous remercier, je vous dis que ce qu'il faut en fait à l'examen, bien lire l'énoncé, toujours, surtout pour les moteurs. Parce que si jamais vous ne lisez pas la question en entier, il se peut que vous laissiez passer quelques indications ou bien quelques suppositions. Par exemple, on peut vous dire calculer la puissance absorbée d'un moteur à courant continu, sachant que les pertes par excitation sont négligeables. Là, on vous néglige petit u petit i. Si vous ne lisez pas, vous vous mettez à la chercher, donc vous paniquez, et là, ce n'est pas bien. Donc, gardez la tête froide. Inch'Allah, Rabbi Ma'akum, merci beaucoup et bonne chance.